rappelle qu'il existe une charte des Parkinsoniens depuis 1997 qui dit que les patients ont le droit d'être soignés par des praticiens démontrant un intérêt net pour la maladie de Parkinson, et vous verrez que ça va revenir dans cette notion d'observance. Il est clair qu'on va parler ici beaucoup de la relation médecin-malade, et que si le médecin qui soigne le parkinsonien n'est pas vraiment très intéressé par cette maladie, qu'il voit ça de loin, etc., c'est pas un bon point au départ. C'est pas moi qui l'invente, c'est déjà dans la charte des Parkinsoniens. Donc, ces patients ont droit à un diagnostic juste et précis, bien sûr, il ne faut pas tourner autour du pot, il ne faut pas se tromper de diagnostic. Avoir accès à des services d'aide adéquats, bénéficier de thérapies et de soins spécialisés, et participer à la prise en charge de leur maladie. Là, on revient de nouveau beaucoup dans cette relation médecin-malade. C'est qu'il ne faut pas que la relation médecin-malade soit une relation dominante où le médecin vous dit vous faites ça et puis au revoir. Non, il faut clairement, c'est demandé par la charte des Parkinsoniens, qu'il y ait une participation entre le médecin et le malade et qu'on discute, et on verra tout de suite toute l'importance dans l'observance. Donc, on se base quand même sur cette charte. Je rappelle que cette charte, elle a été réalisée à Londres par l'EPDA, vous voyez, European Parkinson Disease Association, donc c'est l'association des patients parkinsoniens européens qui a déterminé cette charte en 97, et pour moi, elle est fondamentale, et elle oriente les soins du parkinsonien vers une participation entre le patient et le médecin. C'est fort important. Madame Grégoire citait mes travaux sur l'éducation du patient, l'éducation thérapeutique. Moi, je trouve ça fondamental qu'il y ait vraiment de gros échanges entre le patient et le parkinsonologue, si vous voulez, le spécialiste du Parkinson. Alors, James Parkinson, donc voilà la seule image que nous avons de ce brave homme, qui a donc laissé son nom à cette maladie complexe. Et complexe dans sa compréhension, complexe dans son traitement, maladie chronique à long terme. Maintenant, nos patients font facilement 20 ans, 30 ans de maladie, ce qui n'était pas le cas au début. Au début, la maladie de Parkinson avait mauvaise presse parce qu'au bout de plus ou moins 9 ans, les gens mouraient. Je vous parle des années 60, ce n'est quand même pas si loin que ça. Maintenant, dans les années 2000, on peut dire que le patient fait sa vie avec le Parkinson, peut-être un certain handicap, mais il fait sa vie et il mourra probablement de toute autre chose. Je viens d'ailleurs de voir passer les statistiques américaines de décès. Dans les 10 premières causes de décès en Amérique, vous ne voyez pas Parkinson. Vous voyez toutes sortes de choses comme cancer, cardiovasculaire, vous voyez Alzheimer, mais vous ne voyez pas Parkinson. Ce n'est pas une cause de décès. C'est une cause d'handicap, mais pas de décès. C'est important aussi à bien préciser, grâce à toute l'évolution thérapeutique. Alors, les conférences, comme j'aime bien le faire avec vous, entre autres aujourd'hui, là, c'est parce que je suis persuadé aussi, comme le dit très bien Spinoza, ce philosophe hollandais, c'est que comprendre permet d'agir. Et ça fait, là, on est déjà directement dans la prise en charge de l'observance thérapeutique. C'est que si un patient ne comprend pas pourquoi il doit prendre tel médicament, pourquoi il doit faire de la kinésithérapie ou de la gymnastique, etc., pour s'entretenir, si vous ne comprenez pas pourquoi, vous aurez du mal à le faire. À partir du moment où on vous explique pourquoi, on prend le temps de vous expliquer pourquoi, vous aurez beaucoup plus facile déjà à être disponible pour aller vers ce qu'on vous demande de faire. Donc aujourd'hui, on va se donner 1 heure pour essayer de comprendre. Donc toute l'importance de l'adhésion thérapeutique. Alors, oui, effectivement, vous allez dire observance, adhésion, bien, c'est vrai qu'il y a tout un vocabulaire autour de ça. Et on va commencer par là. Donc en fait, les niveaux d'observance. Il y a plusieurs mots pour dire observance. Donc lorsqu'un traitement est prescrit, on peut décrire la situation d'observance, c'est-à-dire de suivi du traitement. Le suivi du traitement, c'est l'observance. Mais il y a plusieurs mots. Il y a d'abord la compliance. Là, c'est simplement le patient respecte les consignes de prise de médicaments. C'est vraiment la chose la plus simple. Il respecte la prise de médicaments. L'observance, ça veut dire qu'il respecte les consignes de prise de médicaments, mais aussi les suivis d'examen.
Si le médecin vous dit il faudrait aller faire une prise de sang, il faudra aller voir le kinésithérapeute, etc. Là, c'est un peu plus que la compliance, c'est l'observance. Et puis, on avance dans les notions de suivi au traitement, qui va être la notion d'adhérence ou d'adhésion. Le patient adhère volontairement à toutes les consignes données. J'oublie moi ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'observance, c'est vous observez ce qu'on dit de faire. C'est un peu militaire. Le caporal vous a dit il faut faire ça. Vous le faites, vous observez les ordres. C'est peut-être pas la meilleure façon d'envisager un traitement médicamenteux. C'est souvent très bon à l'armée. Mais dans le traitement médicamenteux, dire je fais ce qu'on me dit de faire, point, c'est un peu dommage. Et donc on va plus loin. Il existe le mot d'adhérence-adhésion. Adhésion au traitement. C'est le patient adhère volontairement. Le patient dit lui-même, moi je veux faire ce que le médecin me dit. C'est pas uniquement le médecin qui me dit de faire et puis je ferai quand même ce qu'il me dit. Non, je suis concerné et je dis, moi j'adhère au traitement du médecin. Voilà. Donc là, on parle déjà plus d'adhésion. C'est toujours la même idée, c'est suivre mais volontairement. Et puis vous avez le dernier niveau, qui est le meilleur niveau évidemment, qui est la notion d'alliance thérapeutique. L'alliance thérapeutique, ça veut dire que le patient et le médecin s'unissent dans la prise en charge pour obtenir l'excellence. C'est-à-dire que le médecin vous dit, voilà, moi je considère qu'il faudrait faire ceci, ça et ça, quels sont vos problèmes pour le faire? Vraiment, le médecin est disponible pour vous aider à réaliser et le médecin veut obtenir les résultats. Donc il met tout en ordre pour que vous suiviez le traitement et que vous arriviez au résultat. Et si on n'y arrive pas, il veut bien reprendre les choses en main pour adapter les choses. Donc là, ça devient la notion d'alliance thérapeutique. Et ça, c'est très intéressant. Ça veut dire que si vous pouvez arriver à ce stade, non plus simplement d'observance, voire d'adhésion, mais arriver avec un médecin, là, il faut aussi que le médecin il mette du sien, soit disponible, prenne le temps de vérifier avec vous, etc., que tout est suivi. Bon, voilà. Donc là, il y a une implication supplémentaire du médecin dans le suivi du traitement. Ce n'est pas uniquement le patient qui suit son traitement, c'est le patient qui vérifie. C'est le médecin qui vérifie, gentiment, mais qui vérifie que tout se passe bien. Voilà. Donc ça, c'est l'alliance thérapeutique. Quoi qu'il en soit, dans ces niveaux d'observance, vous voyez que toute l'importance aura le temps de la consultation, le temps de l'entretien, de l'entrevue entre le patient et le médecin, et la qualité de la communication. Parce que si vous voulez que ça marche bien, il faut prendre le temps de communiquer. Vous devez parler au médecin, poser les questions, et le médecin doit prendre le temps d'y répondre et de poser les siennes, pour que tout s'harmonise au mieux. Donc en fait, l'observance, c'est surtout un problème de communication et de temps. Or, c'est ce qu'on n'a plus à notre époque. C'est justement à notre époque de l'Internet où vous pouvez communiquer facilement avec l'Australie ou les États-Unis. Vous êtes parti en Australie. Parfois, dans la communication interpersonnelle, ça coince, ça ne se fait pas, il y a des non-dits, etc. Alors que c'est fort important, la communication directe, et prendre le temps. Alors, qui a encore le temps à notre époque? Tout le monde dit, ah, je suis pressé, j'ai ça à faire, etc. À ce sujet-là, je me souviens qu'à une époque, je dirais il y avait une dizaine d'années d'ici, les médecins généralistes souhaitaient avoir un remboursement spécial pour des mini-consultations, c'est-à-dire qu'il y a la consultation basique. Et les médecins disaient, oui, mais de temps en temps, les gens ils viennent juste pour faire des ordonnances, etc. Donc on voudrait avoir un honoraire, rien que pour une mini-consultation, parce que ça paraît lourd de payer une consultation pour juste quelques ordonnances. Et à ce moment-là, moi j'ai réécrit au journal du médecin en disant, mais ce qui manque aux spécialistes, ce n'est pas un honoraire de mini-consultation, mais c'est un horaire de maxi-consultation. C'est des consultations allongées. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir la consultation de 20-25 minutes qu'un spécialiste peut vous consacrer en général dans les hôpitaux, eh bien moi j'aurais voulu avoir un honoraire spécial pour des consultations de 40-45 minutes qui permettent justement
de pouvoir aborder avec du temps la communication sur tous les plans du traitement de la maladie, etc. Mais ni l'un ni l'autre n'a été accepté. Rassurez-vous, malheureusement. On en est toujours à la consultation simple et la durée n'est pas un critère de remboursement ou de paiement. C'est un peu dommage. Alors l'observance thérapeutique, c'est prendre ces médicaments à la bonne posologie et à l'heure précisée par le médecin. N'oubliez pas qu'il y a la bonne posologie, mais aussi l'heure. Et l'heure est très importante dans le Parkinson, bien plus que dans plein d'autres maladies. Hein, si vous avez un abcès à la gorge et qu'on vous dit il faut prendre vos antibiotiques 3 fois par jour, ça ne vient pas à 1 heure. Dans le Parkinson, on verra que là, malheureusement, ça vient au quart d'heure. Dans certains cas. Dans certains cas, pas au début de la maladie. Quand la maladie évolue, on peut en arriver à régler des traitements au quart d'heure près. Donc, il y a un intérêt à prendre ces médicaments à la bonne posologie à l'heure, respecter les régimes. Si on vous dit avec la NOPA, il vaut mieux pas manger de protéines parce que vous avez une interférence dans les intestins, il faut respecter ça aussi si vous voulez des bons résultats. Suivre l'activité physique, la kinésithérapie, qui sont une base de la santé humaine. La santé humaine se base sur le mouvement. Le corps humain, il est fait pour bouger. À partir du moment où vous laissez un corps humain sans mouvement, il dépérit. Donc nous devons tous bouger. Alors le Parkinsonien, il doit encore plus bouger vu qu'il a une maladie qui tend à le ralentir, à freiner ses mouvements. Ben, lui encore, il doit encore plus bouger, faire son activité physique, sa gym, sa kiné. Suivre les consultations et les examens complémentaires demandés, ça fait partie de l'observance, on l'a dit tantôt. Mais attention à l'usure du temps dans les maladies chroniques. C'est vrai que dans les maladies chroniques, à force d'être répété, les jours passent et il y a une usure du temps et il faut relancer. C'est important que les soignants, mais quand je dis les soignants, ça peut être aussi les infirmières, les kinés, tout qui tourne autour d'un patient parkinsonien, doivent bien relancer l'idée. Est-ce que vous suivez bien vos traitements? Est-ce que vous n'oubliez pas les prises, etc. etc. Ce n'est pas uniquement le médecin, c'est aussi l'infirmière, le kiné, même les conjoints, les accompagnants doivent dire tu n'as pas oublié ton traitement là. C'est important de relancer, surtout dans des maladies à long terme, où on finit par un peu s'épuiser dans la prise de médicaments. Alors, je préfère parler de manque d'adhésion que d'inobservance. Si vous faites un peu de littérature, vous verrez que certains auteurs utilisent le mot inobservance, c'est-à-dire de dire qu'il ne suit pas du tout son traitement. C'est peut-être un peu lourd. Je trouve manque d'adhésion, ça veut dire que c'est pas complet. On ne suit pas très bien le traitement, mais on suit quand même quelque chose. Vous pouvez avoir un manque d'adhésion, soit à l'instauration du traitement. Et ça, c'est assez fréquent, c'est les patients qui lisent la notice. Ils regardent quand le médecin a prescrit un nouveau médicament. Alors, première chose, on va lire la notice. On lit la notice qui est évidemment centrée sur tous les effets secondaires possibles du médicament. Et alors, il y a des patients qui disent ah non, tous ces effets secondaires-là, moi je ne prends pas ça. Et on passe dans la non-observance. C'est ennuyant, c'est un peu dommage, parce que les effets secondaires sur les listes de médicaments, c'est parfois un cas sur 1 million de patients. Donc, il y a eu l'effet secondaire a été notifié chez un cas sur 1 million de patients. Et vous prenez l'information, oui, alors je ne prends pas. C'est un peu dommage, et en tout cas, il faut en parler au médecin tout de suite si vous prenez ces décisions-là. Il y a aussi la peur du nouveau. Il y a des patients qui disent ben non, j'ai eu peur de prendre votre médicament, c'était nouveau, et on a perdu 3 mois, hein, entre 2 consultations, il y a 3-4 mois. Et puis vous dites, les nouveaux médicaments que je vous avais donnés, ah ben non, j'ai eu peur, je n'ai pas pris. Ah, d'accord, j'ai perdu 4 mois. Alors, donc ça c'est à l'instauration du traitement, il peut avoir des problèmes. Il peut avoir des problèmes pendant les premiers jours, c'est-à-dire à l'implémentation du traitement, c'est-à-dire le traitement démarre, et le patient là ressent éventuellement un effet secondaire. Il ressent un effet secondaire. Du fait qu'il ressent un effet secondaire, clac, il arrête. Au lieu de prendre contact. C'est ça que je dis. De nouveau, vous retrouvez le problème de la communication. Téléphone, docteur, j'ai pris votre nouveau médicament, j'ai tel ou tel problème, qu'en pensez-vous? C'est lié au médicament ou pas? Qu'est-ce que je fais? J'arrête, je diminue de moitié, je continue. Bon, voilà. Non, il y a des gens, ils arrêtent d'office. Bon. Autre exemple de manque d'adhésion.
Et puis, comme on vient de dire, la persistance au long cours du traitement dans les maladies chroniques, les problèmes de routine. Et parfois, on confond entre l'effet curatif et l'effet préventif d'entretien. C'est-à-dire que, par exemple, la maladie de Parkinson, vous pourriez dire, oui, mais vous savez, moi je prends Prolopa ou votre Asilec tous les jours, là, mais moi je ne veux pas les faire. Je vois que quand même, d'année en année, je vais moins bien. Bah oui, forcément, parce que la maladie est ainsi faite, que nos traitements ne sont jamais que des soulagements qui font ce qu'ils peuvent compte tenu d'une maladie qui évolue. Donc on fait la confusion entre un effet curatif, comme on voudrait d'un antibiotique qui au bout de X jours nettoie le problème, avec un traitement dans la maladie de Parkinson qui est un traitement d'entretien pour tenir le coup au long cours. Donc voilà un petit peu les problèmes qui peuvent se poser dans l'observance du traitement. Et ça, c'est encore l'observance, je dirais, les problèmes d'observance par défaut. C'est les gens qui diminuent. Maintenant, il faut savoir que vous pouvez aussi avoir des problèmes d'observance par le haut. C'est des gens qui prennent plus, qui prennent trop. Qui disent, ah ben oui, moi, il m'a mis sous Dopa, il me semble que je vais mieux, j'en prends plus, et j'en prends plus, et qui ne veulent pas nécessairement aller mieux pour autant. Donc vous avez des manques d'observance par défaut ou par excès. Alors, les causes du manque d'adhésion, eh bien, on va retrouver donc ce manque de communication, ce manque de temps. Le temps de la communication, ça, retenez, c'est fondamental. Et une enquête récente des mutualités libres donne les chiffres suivants. Ça, c'est fort important parce qu'ici, on va mettre un peu le médecin en cause. 40% des patients ne comprennent pas bien ou pas du tout les explications du médecin. Vous vous rendez compte quel chiffre? Donc, on interroge des patients aux mutualités libres, pas que dans Parkinson, largement, tous les patients des mutualités libres, et 40% disent qu'ils ne comprennent pas bien le médecin. Donc ça, c'est vrai que du côté du médecin, il y a des choses à changer. On doit, nous, médecins, améliorer notre communication. Alors, est-ce que notre communication n'est pas bonne parce qu'on est pressé? Est-ce qu'elle n'est pas bonne parce qu'on n'a pas les mots pour expliquer au patient avec son vocabulaire à lui et que nous, médecins, on est dans un vocabulaire médical et que vous êtes dans un vocabulaire de tous les jours? Il y a un fameux problème. Les 40%, c'est pas moi qui les invente. C'est les mutualités libres. 40%, quasiment un sou, sort de la consultation en n'ayant pas bien compris ce qui se passe. Ça fait réfléchir. Alors, on continue. 25% des patients jugent que le médecin n'a pas passé assez de temps. Donc, on rejoint de nouveau ce problème de temps. J'ai pas compris, mais c'est parce que ça a dû aller vite, vite, vite. Ah, c'est dommage. 17% considèrent que les mots utilisés par le médecin sont trop compliqués. Donc, c'est un autre problème. Donc, à la limite, vous mettez 17 plus 25, vous arrivez à vos 42%. Donc, si 40% des patients ne comprennent pas ne comprennent pas bien la situation en sortant chez le médecin, on peut dire en gros que c'est 25% parce que ça a été trop vite et 17% parce que le langage n'était pas correct. Mais alors, 4% n'osent pas interroger le médecin. 4%, heureusement, c'est pas beaucoup. Mais je trouve qu'un patient qui ne comprend pas, sa première mission, c'est de réinterroger le médecin et de dire, écoutez, docteur, moi je l'ai compris. Essayez de m'expliquer mieux. Parce que moi, je l'ai compris. Je n'ai pas bien compris. C'est fort important. Et là, je renvoie la balle, tout en considérant que les médecins sont responsables de beaucoup de choses dans ce manque de communication et de temps. Mais je renvoie la balle chez les patients qui doivent aussi montrer les dents et dire au médecin, écoutez, moi, je n'ai pas compris là. Réexpliquez-moi. Et ça m'arrive, je ne vais pas vous dire ça avec grand plaisir, mais ça m'arrive parfois à réexpliquer 3 fois la même chose. Quand j'ai devant moi, je veux dire, une Parkinsonienne de 80 ans, avec son mari qui a 85 ans, eh bien, il faut réexpliquer 3 fois. Mais il faut le faire. Il faut le faire, parce que sinon, vous envoyez des gens sur la route qui n'ont pas compris, et qui vont faire n'importe quoi, et 3 mois plus tard, parce que le médecin généraliste, il va dire, oh, ça, c'est un truc de spécialiste, moi, je n'interviens pas. Donc, 3 mois plus tard, on va se rendre compte qu'ils ont mal compris quelque chose. Non, il faut savoir prendre le temps, même si ce n'est pas toujours agréable. Ça, je suis d'accord avec vous, vous faites 3 fois la même chose, il n'y a personne qui aime ça, mais quand il faut, il faut.
Donc il faut tenir compte de l'âge du patient, je viens de vous le dire, et de son conjoint, ou de son accompagnant, oui, parce qu'il n'est pas rare, effectivement, d'avoir devant soi des gens qui ont plus de 80 ans, et donc il faut prendre du temps. Ça évite aussi d'autres pertes de temps, parce que je veux vous dire, si le patient sort de votre cabinet sans avoir bien compris, allez, on va dire que de temps en temps, il vous téléphone le lendemain en disant « je n'ai pas bien compris, réexpliquez-moi ». Alors par téléphone, c'est encore plus ennuyant, je préfère le faire alors de face à face, et à la limite avec un petit dessin, etc. Mais si le patient sort de mon cabinet en n'ayant pas compris ce que je voudrais qu'il fasse, c'est autant qu'il me dise tout de suite que de téléphoner le lendemain au milieu des consultations, docteur, j'ai pas compris, réexpliquez-moi. Ah non, c'était quand même beaucoup plus facile de le faire tout de suite. Donc, vous voyez, il y a des responsabilités un peu des deux côtés, et je crois qu'on doit tous faire ce qu'il faut pour être bien. Et avoir une bonne adhésion au traitement, voire une bonne alliance. Alors voilà un exemple aussi. Il ne suffit pas de... Moi, je pense que dans le contexte Parkinson, en tout cas, il ne suffit pas de parler, de dire, voilà, vous êtes à tel stade de maladie, ou pour tel ou tel symptôme, j'aimerais bien que vous preniez tel ou tel médicament. Il est clair que dans des maladies aussi complexes, où les heures de prise interviennent, comme on l'a dit tantôt, il faut des feuilles. Il faut une feuille thérapeutique où on met les médicaments, les milligrammes, les demi, les entiers, à telle heure, etc. Il faut que le patient ait un papier. Ou sinon, ça n'ira pas bien. Alors, les aspects psychologiques du manque d'adhésion, c'est souvent la peur des effets secondaires, on l'a déjà dit tantôt, on regarde les papiers, on a peur. On ne comprend pas les buts du traitement. Comme on ne comprend pas les buts, on a tendance à mettre un peu le traitement de côté, parce que je ne sais pas à quoi ça sert, donc je ne prends pas. Complexité de la posologie, on m'a dit qu'il fallait prendre matin, soir, 4 heures, j'ai rien compris du tout. Dommage, s'il y avait un papier, c'est tout simple. Croyance négative sur l'efficacité. Oh, ma voisine m'a dit que ce médicament-là, ça ne marchait pas, alors je ne le prends pas. Bon, soyons raisonnables. On sait que les médicaments, ça peut marcher chez certains et pas marcher chez d'autres. Donc les croyances négatives sur les médicaments, il vaut mieux pas les avoir de trop quand même. Déni de la maladie, ça veut dire oh, je suis parkinsonien, mais pourquoi moi? Moi avant, je jouais au football, j'allais 10 fois plus vite pour faire toutes mes affaires, et maintenant c'est lent, ça m'énerve. Bon, là vous êtes dans le déni de la maladie. Et s'il y a des nids, il y a évidemment tendance à ne pas suivre son traitement parce qu'on se sent mal dans sa peau avec sa maladie. Alors il faut travailler psychologiquement pour sortir du déni. Je peux vous dire, le déni c'est fréquent. Je dirais que sur 10 consultations de parkinsoniens, on en a encore un qui est dans le déni, sûrement. Donc c'est quelque chose de fréquent. Et il faut travailler le déni parce que rester dans le déni, ça ne vous aide pas à suivre votre traitement. On peut comprendre aussi, surtout dans les maladies chroniques, qu'à certains moments, il y a un besoin de souffler. Je prends mes Prolopa 6 fois par jour, tous les jours. Puis à un moment, bon, ça doit être court, ça doit être géré psychologiquement pour vite remettre les choses sur le bon rail. Parce qu'effectivement, il peut y avoir des moments difficiles à passer, que ce soit au plan psychologique, au plan financier. Il peut y avoir des moments difficiles, on dit les médicaments ça coûte cher, etc. Mais ça doit être géré avec le médecin. Tout ça, c'est des problèmes à gérer en communiquant. Et puis la dernière situation qui est décrite psychologiquement pour justifier un manque d'adhésion, c'est des patients qui veulent retrouver leur autonomie, qui disent « ouais, le médecin m'a dit de faire ça, mais moi je fais à ma note ». Donc, c'est un trait psychologique qu'on retrouve parfois. On va envisager un peu tout ce qui peut amener à la non-adhérence. Donc, les facteurs influençant la non-adhérence, ce sont des facteurs liés au système de soins ou au médecin, on l'a vu, aller vite, pas avoir le bon vocabulaire. Des facteurs démographiques et socio-économiques, bon, ça dépend un peu des personnes. On vient de voir qu'il y a les gens qui peuvent avoir des problèmes d'argent, etc., qui disent ah, oui, moi je vais limiter ma consommation de médicaments. Des facteurs liés à la pathologie, on va voir que dans le Parkinson, il faut par contre être très très précis. Facteurs liés au traitement, la complexité du traitement. Facteurs liés au patient, le patient qui est en déni, qui ne se sent pas bien dans son traitement. D'où en parler. Alors, pour améliorer cette adhérence thérapeutique,
Il faut former mieux les professionnels de la santé, et en tant que médecin, je mets les médecins en premier. Il faut passer du temps à l'information patient, c'est ce qu'on fait maintenant, donc c'est bien aussi. Il faut mobiliser les associations, donc l'association Parkinson est présente, et donc mobiliser aussi pour l'adhérence au traitement. Fixer peut-être une journée nationale pour développer tous les outils pratiques, etc., pour aider à l'adhérence, parce que c'est fort important. Et donc optimaliser la collaboration entre les différents acteurs, entre les différents médecins. Et ça, comme Madame Grégoire vous l'a dit tantôt, je considère que la maladie de Parkinson, c'est une prise en charge globale et multidisciplinaire. C'est-à-dire que le médecin n'a pas que lui, il n'y a pas que le médecin qui a son rôle à dire, il y a toute l'importance du kiné, il y a toute l'importance de l'infirmière, il y a toute l'importance de la diététicienne, de la psychologue, etc., de la logopède, et il y a autour du patient un groupement de personnes qui sont tous là pour porter le patient au mieux qu'il soit, et il n'y a pas que le médecin. Voilà, alors maintenant, dans le Parkinson, ça c'était une vue générale des problèmes d'adhérence au traitement, on viendra dans les questions si vous voulez. Maintenant, plus dans le Parkinson, pourquoi c'est important dans le Parkinson? Eh bien, c'est surtout important parce que le Parkinson, c'est une maladie chimique. Vous avez ici la substance noire, le petit noyau là. Il y a 500 000 neurones à gauche et à droite, là, à la base du cerveau. Ça fait 1 million de neurones. Je vous rappelle qu'un cerveau, c'est 20 milliards de neurones. Et c'est 1 petit million de neurones qui vont ennuyer les Parkinsoniens. C'est vraiment peu de choses. Mais il les ennuie, les Parkinsoniens, parce que la substance noire, elle produit un neurotransmetteur très important qui est la dopamine, qui va être transféré ici, au niveau de ce qu'on appelle le striatum, le centre du cerveau, et où la dopamine va gérer les émotions, va gérer la concentration et va gérer le mouvement. Le mouvement qu'on connaît le mieux, le mouvement, concentration et intervient aussi dans les émotions. Alors, si vous suivez bien, voilà le neurone à dopamine qui arrive dans le striatum, comme je viens de vous montrer. Et ce neurone à dopamine, il transfère là, de la dopamine tout le temps pour faire fonctionner le reste du cerveau. Chez le Parkinsonien, il n'y a que ça qui manque. Il n'y a que ça. Sur 500 000 neurones à gauche et à droite. Et ça vous fait les dégâts que vous connaissez. Maintenant, ces neurones à dopamine sont parmi les neurones les plus consommateurs d'énergie du cerveau. Dans un article tout récent, je les ai appelés les marathoniens du cerveau. Pourquoi? Parce que ces neurones à dopamine, ils travaillent tout le temps, jour et nuit, surtout le jour, mais jour et nuit. Ces neurones déchargent de la dopamine. Alors vous avez une décharge de base, plus à certains moments des décharges plus rapides quand il y a besoin. Alors quand il y a besoin, c'est quand je bouge. Rien que faire ce mouvement-là, j'ai une décharge de dopamine dans mon cerveau qui fait le mouvement, qui me permet de faire le mouvement. Il y a de la décharge de dopamine qui se fait en plus que la base. Donc les neurones à dopamine, ce sont les marathoniens de votre cerveau, c'est eux qui travaillent le plus. Ils libèrent de la dopamine, donc c'est continu cette libération de dopamine, c'est continu. Donc, à partir du moment où vous allez perdre, et c'est ça la maladie de Parkinson, c'est qu'on perd des neurones. On en perd tellement que je vous rappelle que quand on voit vos premiers signes de maladie, les premiers tremblements, les troubles de l'écriture, le petit ralentissement de la main ou du pied, vous avez déjà perdu 70% de neurones à dopamine. Il vous en reste 30. Ça, c'est le drame du corps humain. Le corps humain, c'est comme une corde qui se déchire, et quand quelqu'un est tient. Et donc, dans le corps humain, vous pouvez perdre 50% de votre total de dopamine et on ne voit rien. Les 50% restants continuent à soutenir le besoin. Alors, heureusement, une fois qu'on arrive à 30%, crac, là, les premiers symptômes arrivent. Le problème, c'est que nous, médecins, nous arrivons sur un terrain où il ne reste plus que 30% de neurones. Et donc, on va vous donner des médicaments
que vont utiliser ces derniers 30% de neurones pour produire la dopamine qui est nécessaire en continu. Alors vous comprenez que si vous n'alimentez pas la synapse, hein, nous on appelle ça une synapse, ou voilà, vous appelez ça une connexion si vous voulez, si vous n'alimentez pas ici en dopamine ou médicaments du même genre, parce que les agonistes dopaminergiques comme le mirabexin, le Riquip, ça agit ici aussi, tout ça agit là. Si vous n'apportez pas en continu ce qu'il faut, vous vous mettez directement en difficulté. Donc il n'y a pas une maladie où l'observance, l'adhésion au traitement est indispensable au bon fonctionnement. Sauf au début de la maladie, quand les dégâts sont encore mineurs, que les 30% de neurones restants arrivent encore à tenir le coup, peut-être avec peu de médicaments, mais au plus la maladie évolue, au plus vous allez être dépendant de ce qui reste comme neurones, il faut leur apporter la dopamine au bon moment, à la bonne heure, à la bonne dose. Sinon, ça coince. Voilà l'importance de l'observance ou de l'adhésion. Je préfère utiliser encore le mot adhésion qui est plus fort, vous avez compris. Voire alliance, mais allez, au minimum une adhésion au traitement. Parce qu'il faut comprendre que si vous n'apportez pas le traitement, vos réserves sont minimes. Alors vous allez dire, ouais, mais moi je connais un patient, il doit prendre 4 repas par jour, mais vous savez, parfois il en oublie un ou l'autre et il ne voit pas de différence. Voilà. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ça peut arriver qu'il y a des réserves. Mais ces réserves ne sont pas infinies. Et à force de faire ça, à un moment, il va manquer. Je peux vous dire qu'il y a un moment où les réserves, elles tombent à l'eau. Et qu'à ce moment-là, il faut reconstituer les réserves tout en relançant la machine, et ça fait quelques jours de perdu. Donc pour avoir sauvé l'une ou l'autre prise de médicaments, on se trouve un moment dans le fond du panier. Et il faut le temps de remonter. Donc le mieux, c'est d'avoir, selon les conseils de votre médecin neurologue, la posologie idéale pour que ceci tourne bien. Alors, ceci tourne bien au cours de la maladie, parce qu'au début de la maladie, je vous rappelle que vous avez encore 30% de neurones, et quand on donne de la dopamine, on a encore une action assez longue. Puis votre maladie avance, c'est rien d'empêcher que la maladie se dégrade tout doucement, même les médicaments comme Azilect et Xadagor récemment mis sur le marché, ne sont que des neurones, elles continuent lentement, elles continuent. Donc après quelques années, vous n'avez plus que 20% de neurones et la réponse est d'autant plus courte. Donc il faut venir avec des médicaments plus souvent et encore plus par après. C'est pour ça que vous avez non seulement besoin d'avoir des tableaux médicamenteux comme je vous montre ici, vous savez bien, je cherchais une image du traitement à la dopamine qui dit voilà, il faut donner juste au patient ce qu'il faut pour être ici en phase on. Cette ligne ci, si vous voulez, cette fourchette-ci, c'est la phase on. Le patient est bien. Il est mobile, il n'est pas tremblant, il n'est pas raide. Si je suis en dessous du on, j'ai un on partiel, et là, il y a des petits tremblements et une petite raideur. Maintenant, si je suis en off complet, je suis complètement bloqué. Donc il y a off, il y a on partiel, il y a on parfait, je dirais, le on excellent. Et puis, si vous donnez trop de médicaments, vous êtes dans ce qu'on appelle des dyskinésies, trop de mouvements. Donc, le réglage d'un traitement de la maladie de Parkinson, après, peut-être pas au début, au début, ça c'est facile, ça c'est simple, mais quand même, il ne faut pas trop donner. Mais à part après, ça devient de la dentelle. Et encore une fois, le médecin neurologue ne sait pas en 20 minutes régler un traitement anti-parkinsonien de manière idéale. Il doit tenir compte de tellement de données, il doit vous poser des questions, répondre aux vôtres, etc., pour trouver le réglage qui vous met en on parfait, sans dyskinésie et sans être un peu bloqué. Et alors, non seulement il doit trouver, ça c'est une question de milligrammes, quelle est la dose idéale pour que les neurones qui restent donnent la production de dopamine nécessaire. Mais il doit aussi tenir compte de l'intervalle. C'est-à-dire qu'au début de la maladie, vous avez quand même encore suffisamment de neurones disponibles et vous pouvez prendre vos médicaments toutes les 4, 5, 6 heures, 3 fois par jour. Mais quand les neurones commencent à diminuer, il faut les prendre les médicaments toutes les 4 heures.
heures, voire toutes les 3 heures, voire toutes les 2 heures, voire toutes les heures. J'ai quelques patients qui fonctionnent avec la dopamine toutes les heures, parce qu'ils n'ont plus assez de neurones pour métaboliser longtemps. Bon, là, on peut passer aussi à d'autres techniques comme les pompes, etc. Mais bon, ça vous prouve que dans la tête du médecin qui fait votre traitement, il y a un réglage en milligrammes et il y a un réglage horaire, d'intervalle horaire. Ça ne se fait pas en 20 minutes. En plus, expliquer aux patients pourquoi on en est là, pourquoi avant il prenait ce médicament 3 fois par jour, et pourquoi maintenant c'est 4 fois, 5 fois, 6 fois par jour. Tout ça, ça prend du temps. Bon, enfin voilà. Donc vous avez compris le pourquoi c'est indispensable d'être en adhésion dans la maladie de Parkinson, bien plus indispensable pour, je dirais, toute autre maladie. À mon sens, c'est une des pires. Pourquoi? Parce qu'elle est vraiment chimique, elle dépend purement de la chimie. C'est des neurones qui font de la production chimique. Alors, maintenant, pour vous aider aussi à comprendre la maladie, et Mme Grégoire vous l'a dit aussi, je développe, il n'y a pas que moi bien sûr, je crois qu'il faut développer de nombreux conseils, trucs et suggestions pour soulager la vie quotidienne du parkinsonien. C'est ce qu'on appelle l'éducation du Parkinson. C'est bien comprendre que malgré que vous allez prendre les médicaments de manière tip-top, comme on vient de le dire, je ne vous remettrai jamais à 100% de dopamine comme quand vous aviez 20 ans. Le 100%, vous l'oubliez. Le 50%, vous l'oubliez. Le traitement à la dopamine et agoniste dopaminergique, le traitement de la maladie de Parkinson, va vous aider à récupérer une partie, à contrôler les symptômes, mais ne vous fait pas revenir à la normale. Ne peut pas soulager de manière normale. Donc il reste, et il restera de plus en plus, de petits symptômes qu'on ne sait pas gérer. Exemple, les troubles d'équilibre. Les troubles d'équilibre n'apparaissent pas au début de la maladie de Parkinson, ils apparaissent après quelques années. Ils sont dus à la perte des neurones et de la dopamine dans le cerveau, et à un moment, les troubles d'équilibre apparaissent et il n'y a aucun traitement. C'est vous qui devez apprendre à gérer votre équilibre. Les troubles posturaux. Si on ne vous apprend pas comment faire, eh bien, vous allez aussi être malheureux et peut-être avoir envie de ne plus suivre les médicaments en disant « oui, mais bon, malgré les médicaments, je n'arrive pas au confort de vie que je voudrais, je laisse tout tomber. » Non, donc c'est très important que le médecin vous dise « oui, il y a 50% dans les médicaments qui doivent être pris très sérieusement aux heures, etc. Mais il y a 50% que je vais vous enseigner, qui est l'éducation, qui est comment faire avec les symptômes qui vous restent malgré le traitement. » Donc l'éducation thérapeutique s'est développée parce qu'il s'agit d'une maladie chronique sur le long terme, avec des complications diverses qui vont s'aggraver petit à petit malgré le traitement. Il y a aussi la limitation des progrès thérapeutiques. C'est vrai que malheureusement dans la maladie de Parkinson, on peut dire qu'il y a à peu près 10 ans qu'on n'a rien de bien neuf qui soit apparu. Soit c'est des nouveaux médicaments mais qui ne font qu'un peu mieux que ceux qui existent. On n'a pas eu une révolution thérapeutique de la maladie de Parkinson depuis au moins 10 ans. L'éducation thérapeutique, c'est time consuming. Ça, c'est sûr que c'est pas sur une consultation de 20 minutes qu'on va vous donner une bonne éducation thérapeutique. Il faut du temps. Il faut du temps parce qu'il faut montrer. Éduquer, c'est montrer. Voilà. Mais par contre, il y a un aspect win-win parce que quand vous avez bien éduqué, entre guillemets, au sens thérapeutique, le patient, vous avez une bien meilleure relation avec lui à l'avenir. Quand vous parlez au téléphone, par exemple, on parle de la même chose. Ou sinon, par exemple, entre tremblement et dyskinésie, si on n'a jamais montré la différence, les gens disent « je tremble ». En fait, ils ne tremblent pas, ils ont des dyskinésies. Donc c'est très dangereux de travailler par téléphone si on n'a pas une bonne éducation. Oui, je vous fais une citation d'un professeur liégeois que j'aime bien, parce que beaucoup de médecins n'interrogent pas leurs patients sur leur qualité de vie. Pourtant, c'est ça le plus important. Alors, vous voyez que moi, je me place dans les voies d'approche thérapeutique de la maladie de Parkinson. Bien sûr, il y a les médicaments, il y a la chirurgie, il y a toute la revalidation, mais pour moi, il y a là une grande place pour l'éducation thérapeutique, passer du temps à expliquer les trucs et astuces pour compléter le traitement, pour compléter les résultats du traitement médicamenteux, et en même temps favoriser l'adhésion au traitement. De toute façon, on peut refaire
une autre fois une conférence sur l'éducation thérapeutique. En plus, dans la documentation que Mme Grégoire a à votre disposition, il y a, et vous lirez tranquillement chez vous, l'éducation thérapeutique. J'ai déjà publié là-dessus. Donc l'éducation consiste à donner de nombreux conseils et astuces, je passe à ce que je l'ai déjà dit. Alors les acteurs de l'éducation, c'est le soignant, donc c'est le médecin, mais pour moi c'est aussi le kiné, le logopède, l'infirmier, tout le monde doit y mettre du sien. Et aussi les patients qui doivent être réceptifs. Il est sûr que si les patients ne sont pas réceptifs à ce que le médecin ou le kiné raconte, ça c'est un peu dommage, on n'avancera pas. Il faut aussi apprendre à éduquer les patients. On l'a vu tantôt, il y a des médecins qui restent dans des langages incompréhensibles. Alors, comment voulez-vous, avec un langage incompréhensible pour le patient, y arriver à l'éduquer? C'est vrai qu'il faut apprendre. Alors, pour aller vite, l'éducation peut concerner les aspects moteurs, la gestion des fluctuations, les aspects non moteurs, les aspects psychiques et les aspects nutritionnels de la maladie. Vous voyez, il y a du travail dans l'éducation. Alors je passe vite ça on l'a déjà vu. Et donc l'éducation thérapeutique, c'est aussi du continu. L'HAS, là, c'est la Haute Autorité de Santé en France. Et en France, ils ont pas mal développé l'éducation thérapeutique du patient. Tel point que c'est un peu codifié, qu'il y a des gens qui sont spécialisés en éducation thérapeutique en Belgique, on en est loin, visent à aider les patients à gérer au mieux leur vie avec une maladie chronique. Ce processus continue. Il ne suffit pas de faire une séance comme aujourd'hui d'éducation thérapeutique. Il faut que ça soit continu. Il faut que ça soit renouvelé par vos médecins, par d'autres conférences, que sais-je. Il faut l'éducation thérapeutique, c'est continu. Aujourd'hui, je ne peux pas tout vous apprendre sur la maladie de Parkinson, sur tous les trucs qu'on peut avoir dans la maladie de Parkinson. Il y a des bouquins aussi. Mais je veux dire, c'est tellement vaste qu'il faut du temps. Alors ça, c'est pour dire qu'à Marseille, en 2014, ils ont lancé un centre, etc. Donc en France, ça bouge beaucoup. En Belgique, je ne trouve pas assez. Alors, les moments privilégiés pour cette éducation, ce sont les consultations médicales, que ce soit chez le médecin traitant ou chez le neurologue. Durée environ 45 minutes. Vous voyez, je suis optimiste là. Consultation accompagnée, si possible, parce que nous trouvons que quand un patient parkinsonien vient à la visite, c'est quand même beaucoup plus profitable qu'il soit accompagné. Accompagné soit de son conjoint, soit d'un enfant, soit encore d'un voisin, que sais-je, mais ça permet à l'information de passer plus largement et de pouvoir être répété à la maison. Parce que sinon, ce que j'aurais dit dans le cabinet, si le patient oublie, c'est perdu. S'il est venu avec quelqu'un qui lui a aussi un peu incorporé l'information, quelqu'un peut à la maison dire « Et n'oublie pas ce que le docteur a dit ». Voilà, ça c'est important. Les moments privilégiés, c'est les soins paramédicaux. Moi, je trouve que pendant une séance de kiné, pendant qu'on masse, pendant qu'on fait des exercices, etc., c'est pas mal que le kiné puisse aussi donner des conseils en disant comment vous faites pour vous rentrer dans le lit, d'en sortir du lit, comment vous faites pour aller à la toilette, etc. Tout ça c'est important. Parce que, voilà, le problème de la maladie de Parkinson, c'est que vous avez aussi progressivement cette tendance à l'antéflexion qu'il faut corriger dès le début de l'annonce du diagnostic. Et vous voyez, ça c'est la statuette bien connue du temps de Charcot à Paris. Mais je vous ai fait une photo d'un de mes patients, c'est exactement la même chose. Et ça, c'est un patient dans la vie réelle d'aujourd'hui. Et s'il se présente à la consultation, il est comme ça. Il faut stimuler, il faut lui donner les conseils pour se redresser, etc. Alors, dans l'éducation, on dira bien que le parkinsonien et ses proches doivent accepter deux choses, lenteur et fatigue. Il est clair qu'un parkinsonien sera dorénavant plus vite fatigué qu'avant. Pourquoi? Parce que la dopamine intervient, je vous l'ai dit, dans le mouvement, dans l'éveil, et émotion, et aussi, on va dire, performance, quelque part. Et donc, avec un manque de dopamine, vous allez être plus vite fatigué. Il va y avoir des creux. Vous allez avoir besoin de sieste un peu plus souvent dans la journée. Il faut décomposer la journée. Avant, on partait le matin à 8h, on revenait à 8h le soir. Maintenant, je travaille de 8 à 10, je repose, de 12, je repose, je décompose ma journée avec des petites siestes. D'un autre côté, la lenteur, c'est
vrai que je suis plus lent qu'avant, parce que je suis parkinsonien, je suis plus lent qu'avant. Moi, je considère ça plus. Mon avis de neurologue, je considère que vous avez la chance d'être lent. Maintenant, je ne dis pas que si vous me dites je marche comme ça, je suis content pour vous. Non. Là, il faut voir, il y a peut-être un problème qu'on peut gérer avec kiné ou médicaments. Mais si vous me dites, écoutez, moi, voilà ma vitesse de marche, ma vitesse de fonctionnement, alors qu'avant, j'étais un grand nerveux, je pouvais marcher, courir tout le temps, ben, je dirais, quelque part, c'est une bonne chose, parce que la lenteur favorise la précision. Si moi je fais un geste rapide, il sera beaucoup moins précis qu'un geste lent qui va mener directement sur... Voilà. Donc, la lenteur, pour moi, c'est un demi-problème. Il ne faut pas trop se focaliser là-dessus, il faut au contraire l'utiliser, parce que de toute façon, la lenteur, c'est aussi un manque de dopamine, et on ne sait plus vous la faire à 100%. N'oubliez pas aussi, très important, c'est que la dopamine, elle est là dans votre cerveau, elle vous donne la mobilité, c'est-à-dire la possibilité d'être mobile. Mais la mobilité, elle se confirme au niveau musculaire. C'est-à-dire que sans muscle, vous ne bougez pas. Toute l'importance de comprendre que la dopamine ou les traitements médicamenteux doivent être complétés de traitements à visée musculaire, gymnastique, kiné, pour garder une mobilité la meilleure possible. La dopamine ne fait pas de mal. Voilà, travailler les extenseurs, parce que comme la maladie vous met plutôt en flexion, travaillez un maximum les extenseurs. Vous voyez qu'on travaille les extenseurs en position assise. On ne dira jamais à Parkinsonien de travailler les extenseurs debout. Pourquoi? Il a toutes les chances de tomber en arrière. N'oubliez pas les troubles posturaux du Parkinsonien, qui font que quand on marche, on a tendance à partir en avant, et que quand on reste debout, on a tendance à partir en arrière. Et donc un Parkinsonien doit toujours avoir un appui. S'il est debout quelque part et qu'il reste sans bouger, appui. Ou sinon, tendance à partir en arrière. Tout ça sont des petits conseils d'éducation. Vélo fixe, bon ça je vais passer. Alors, difficulté de démarrer la marche. Donc ça c'est très important aussi de vous rappeler. Bon, je suis d'accord que là on est dans les maladies un petit peu déjà avancées. Mais je vois des patients qui se mettent debout, d'abord pieds joints, ils se mettent debout pieds joints et puis ils disent « Ah, je suis debout, je n'ai pas d'équilibre. » Ah bah oui, forcément. Apprenez à écarter les pieds avant de vous mettre debout. C'est un conseil simple. Apprenez éventuellement à chauffer un peu la musculature et à mettre en route vos schémas moteurs, parce que ce qui manque, ce à quoi sert la dopamine dans notre cerveau, c'est d'avoir des schémas moteurs rapides. Je veux faire un mouvement. Rapidement, je sais le faire grâce à la dopamine. Sans dopamine, mon mouvement va être plus long. Donc je peux mettre en route mon mouvement en répétant le mouvement. Et au plus je vais le répéter, au plus il va être bien. Je me mets debout, là je peux encore marcher un peu sur place, avant de dire bon maintenant je démarre. Le pire, c'est le Parkinsonien qui ne chauffe rien, qui reste mettons une demi-heure, 3/4 heures assis, et puis qui dit ah bon maintenant je me lève, et puis il part, et puis il contrôle rien du tout, et il tombe. Hein, donc faites attention à bien décomposer vos mouvements, à préchauffer les mouvements, marcher un peu sur place, remettre en route votre mécanique, parce que la dopamine demande ça. Mettez du rythme aussi. Hein, le fait de compter 1, 2 vous permet de marcher un peu plus vite. 1, 2, 1, 2. Si vous ne comptez pas, ça peut être un peu plus long. Donc voilà tous les petits trucs. Je ne vais pas mal vous dire de trop. Voilà. D'un côté, vous allez savoir les liens. Voilà. Il y a le demi-tour en U. Parkinsonien ne fait plus un demi-tour comme ceci. Parce que là, il a toutes les chances de tout bloquer et de tomber. Donc il fait un demi-tour comme un vélo. Voilà. Un demi-tour en U. En levant bien les pieds. Alors fondamental aussi le talon pointe. On voit trop de patients marcher sur les pointes, et puis à un moment, ça cale sur les pointes et on tombe. Hein, ça s'appelle le freezing. Donc la fondamentale, le talon pointe. Je lève les orteils, je déroule sur les orteils. Je lève, je déroule. Talon pointe. Tout ça, c'est pour un traitement égal, à performance égale du traitement, vous allez être beaucoup mieux si vous arrivez à gérer tout ça. Donc les 6 règles d'or du Parkinsonien, lever les pieds du moins les orteils, écarter les pieds, redresser le corps, réfléchir au bon geste, prendre son temps et entretenir muscle et mémoire.
Un de mes patients de Montigny-Thieu m'a dit vous ne savez pas quel parkinsonien, c'est un job en plein temps. Tout le temps en train de réfléchir à ce qu'il peut faire de bien pour aider. Les Italiens disent qu'il va piano va sano, ils ont tout à fait. Alors, autre chose importante, le parkinsonien ne sait plus faire deux choses à la fois. Je considère déjà que l'être humain n'est pas fait pour deux choses à la fois. Essayez de faire deux choses à la fois, vous allez voir que vous n'y arrivez pas. Vous perdez quelques pourcents de performance. À la limite, par exemple, vous mettez deux pièces de monnaie à terre, vous en ramassez une avec la main droite. Le premier coup, parfait. Maintenant, vous mettez deux pièces. Et vous dites, une avec la main droite et une avec la main gauche. On n'est pas fait pour faire deux choses à la fois. Alors, un parkinsonien encore moins. Et un exemple de ce qu'un parkinsonien ne doit pas faire, c'est transporter une soupière, donc, par exemple quelque chose de fragile, tout en marchant. Il fait deux choses, il transporte, il se concentre sur sa soupière, pas la laisser tomber, et en même temps il marche. Et bien ça coince. À un moment, peut-être pas au début, à un moment ça va coincer. Ça c'est l'exemple de la marche avec la musique militaire, ici c'est éviter de s'accroupir, faire attention de ne pas tomber en arrière. Terminer un peu avec ça. Un truc simple qui évite beaucoup de chutes. Voilà une de mes braves parkinsoniennes qui ouvre une de mes bibliothèques dans un état lamentable, excusez-moi, mais bon voilà. Et je lui montre qu'il y a deux moyens d'aller dans la bibliothèque. Il y a le moyen d'ouvrir la porte et de reculer un peu avec la porte. Et là, il y a le risque de chute en arrière. Donc c'est pas comme ça qu'on ouvre une porte quand on est parkinsonien. Quand on est parkinsonien et qu'on va aller dans une armoire, on se met à côté de la porte, on ouvre la porte comme ça, on va voir ce qu'on doit faire, on ferme la porte et on repart en avant. On n'a pas fait une marche arrière. Les marches arrière sont dangereuses. Pas plus tard que ce matin, on m'a dit, voilà, mon mari parkinsonien, etc., encore fait une chute au rollator. Je dis, avec son rollator, il a réussi à faire une chute, ça c'est rare. Alors je dis, c'est une chute en avant. Non, une chute en arrière. Une chute en arrière avec son rollator. Mais comment est-ce qu'il a fait ça? Puis j'oublie un peu l'histoire. Et puis, j'examine le patient et je lui dis, il est là avec son rollator. Et je dis, montrez-moi comment vous faites demi-tour. Alors là, je lui laisse le micro. Il prend son rollator et il le lève comme ça. Il le lève, on fait demi-tour. Il y a tout le temps qu'on tombe en arrière. Je dis, écoutez, je sais d'où vient votre chute avec le rollator. Je pense que vous n'utilisez pas tout à fait bien. Mais bon, ce gars a un rollator depuis X années, et apparemment personne ne lui a dit un jour comment éviter une chute en arrière avec un rollator. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le patient a perdu des automatismes. Les neurones perdus ne reviennent pas. Les greffes et tout ça, vous oubliez pour le moment. Je ne vais pas vous dire qu'on n'en fait plus, c'est à la recherche. Mais je vous dirais que, pour ceux qui ne savent pas, que le drame ultime des greffes, c'est que non seulement dans certains cas ça ne prend pas, mais que même chez les patients parkinsoniens, on a vu que les greffes avaient pris. On a remarqué qu'après quelques années, les greffes remontraient les signes de la maladie de Parkinson comme les neurones qui étaient là. Donc la maladie de Parkinson se transmet aux greffes. Alors là, ça fait ennuyant. Donc je pense que les automatismes perdus sont perdus et qu'il faut passer du temps à avoir de nouveaux apprentissages pour compenser ce qu'on a perdu. Et si je ne sais plus faire demi-tour comme ça, eh bien ok, j'apprends à faire demi-tour autrement. Donc je peux apprendre beaucoup de choses et donc ce n'est pas réapprendre à faire demi-tour comme avant, mais c'est apprendre une autre façon de faire demi-tour. C'est toute l'importance de l'éducation thérapeutique et du travail des kinésithérapeutes qui vont vous apprendre à compenser ce que vous avez perdu d'une autre façon. Plutôt que de vous acharner en disant oui, mais avant je faisais ça comme ça, il faut que j'y arrive. Non. Arrive un moment, il n'y arrive plus. Voilà, on m'a dit Parkinson est une école de vie, il faut toujours réfléchir à bien faire. Et moi je m'arrêterai là-dessus si on a passé le temps. Hein? Et comme ça vous donne du temps pour poser quelques questions. Voilà, merci de votre écoute.